Le père interdit au petit garçon d'ouvrir l'armoire, mais un jour, il l'ouvrit et découvrit quelque chose d'horrifiant. Bonjour à tous. Profitez de ces moments relaxants en regardant. Alex et son père Martin vivaient dans une vieille maison peinte en jaune pâle, nichée au bout de la rue Maple. Martin était infirmier de nuit à l'hôpital de la ville. Avec ses yeux perçants et froids, Martin répétait ce qu'il disait toujours chaque jour. « Je suis sérieux, Alex. Tu ne dois jamais ouvrir la porte quand un inconnu vient à la maison. Ne sors jamais après 19h. Et surtout, n'ouvre pas l'armoire dans ma chambre. Peu importe la raison. Compris ? Compris, papa. » C'était toujours la réponse d'Alex. Puis il retournait à son dîner en silence. Ce n'était pas qu'il n'était pas curieux. Au contraire, dès la première fois qu'il avait entendu cet avertissement, son imagination s'était emballée. Peut-être que l'armoire cachait des cadeaux d'anniversaire ou un animal étrange, ou quelque chose de plus effrayant. Mais Alex était un enfant obéissant. Il n'avait jamais désobéi à son père jusqu'à cette nuit-là. Martin enfila précipitamment son manteau et passa son sac en bandoulière. Son service commençait à 20h et il était déjà en retard. « Va te coucher tôt. N'oublie pas de te brosser les dents, » dit-il en attachant ses cheveux. « Oui, papa. » Alex répondit, recroquevillé sur le canapé avec un vieux livre d'images. « J'allumerai la veilleuse. » Martin se pencha et embrassa le front de son fils. « La porte de ma chambre est verrouillée. Tu t'en souviens ?» Mais il ne la verrouilla pas. Dans sa hâte, Martin oublia sa routine habituelle. La porte de la chambre resta légèrement entr'ouverte. L'obscurité à l'intérieur avalait silencieusement la lumière du couloir. Alex ne le remarqua pas tout de suite. Il continua à lire, puis se brossa les dents, alla au lit et alluma la veilleuse. Sa chambre était calme. La fenêtre fermée hermétiquement, les rideaux tirés. La lueur orange-jaune douce de la veilleuse baignait tout dans un calme apaisant. Puis vint le premier bruit. Clic. Les yeux d'Alex s'ouvrirent. L'horloge indiquait 23h52. Il retint son souffle. Clic, clic, clic. Ce n'était pas fort, mais c'était clair. Comme si quelqu'un agitait doucement une porte en bois. Il se redressa, tremblant en glissant hors du lit. Ce n'était pas la porte d'entrée, ni celle de sa chambre. Le bruit venait du bout du couloir, de la chambre de son père. Probablement juste le vent, murmura Alex, le cœur battant. Il sortit de sa chambre sur la pointe des pieds. La lumière du couloir clignotait. Une légère brise soufflait à travers une petite fenêtre entr'ouverte. La porte de son père était légèrement ouverte. Il avala sa salive et s'approcha. De l'intérieur de la chambre provenait le bruit d'une respiration douce. Une respiration comme celle de quelqu'un qui dort ou qui se cache. Alex se figea. « Papa » appela-t-il doucement. Pas de réponse, il fit un autre pas. La chambre était engloutie dans l'obscurité. Une faible trace de parfum flottait dans l'air, mêlée à une odeur de moisi venant du coin de l'armoire. L'armoire se dressait haute contre le mur gauche en bois sombre atteignant le plafond. La porte n'était pas verrouillée. Un côté était légèrement entr'ouvert, comme si elle attendait qu'il s'approche. Alex frissonna. La voix de son père résonnait dans son esprit. « N'ouvre pas l'armoire. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends, mais le bruit, cette respiration, probablement une souris. » Tenta-t-il de se rassurer. Mais ses mains tremblantes atteignaient déjà la poignée de l'armoire, avant qu'il ne s'en rende compte. 1 seconde, 2 secondes, il tira la porte. À l'intérieur régnait une obscurité épaisse et étouffante. Alex se pencha puis recula rapidement. Au fond de l'armoire se trouvait un sac à dos rose d'école taché de sang séché. À côté, quelques vieux vêtements d'enfants roulés en boule, comme s'ils n'avaient pas été utilisés depuis longtemps. Sur l'étagère au-dessus reposait un dossier médical fin, imprimé en lettres grasses. Isabelle Grant, âgée de 7 ans. Une photo format passeport glissa hors du dossier. Une petite fille aux cheveux bouclés, aux yeux ronds, portant un pull rouge. Ce n'était pas Alex. Ce n'était personne qu'il avait jamais vu. Alex se figea. « Isabelle » murmura-t-il le nom les mains tremblantes. Plus de respiration ne provenait de l'armoire. C'était silencieux à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Mais l'esprit d'Alex n'était pas du tout calme. Il retourna dans sa chambre, serrant le dossier contre lui et le cacha sous son lit. Il était si effrayé qu'il faillit pleurer, mais n'osa pas appeler son père. Il savait que ce soir, son père ne répondrait pas. Il se recroquevilla étroitement, les yeux grands ouverts, fixant le plafond où les formes familières d'animaux de sa veilleuse se tordaient en maintenant, en ombre grotesque. Il ferma les yeux. Il ne voulait pas penser au sac à dos. Mais il ne pouvait pas arrêter son esprit de tourner à toute vitesse. Pourquoi y avait-il du sang? Pourquoi un autre nom? Et pourquoi son père gentil et doux? L'homme qui se souciait tant de ses patients gardait-il ces choses cachées? Un bruit de froissement vint dessous le lit. Alex remonta ses jambes et serra son oreiller fort. « Non, ce n'est rien.
Juste une souris. Définitivement juste une souris. Mais les questions restaient. Ce qu'Alex ne savait pas, c'était que dès l'instant où il avait ouvert cette armoire, sa vie avait changé pour toujours. Le lendemain matin, le soleil se leva tôt. L'odeur de pain grillé emplissait la cuisine, mais Alex ne pouvait pas manger. Il resta assis en silence, évitant le regard de son père. Martin l'observa, fronçant les sourcils. « Ça va ? Je suis juste un peu fatigué. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ? » « Non, papa. » Martin hocha la tête, mais son regard ne quitta pas son fils. Alex regarda son père. Ce visage était toujours celui de son père. Mais maintenant, il semblait si étranger. Toute la journée à l'école, Alex était comme un fantôme. Il ne remarqua pas ce que disait l'enseignant et n'ouvrit même pas sa boîte à lunch. Son esprit revenait sans cesse à ce sac à dos rose taché de sang, aux yeux innocents sur la photo, au dossier médical étrange. « Alex !» vint la voix de mademoiselle Teresa le tirant de ses pensées en spirale. « As-tu entendu ma question ?»« Oui, bien sûr, » bafouilla Alex, rougissant. Il baissa la tête et marmonna. « Je suis désolé. » Mademoiselle Teresa était la professeure principale d'Alex. Une femme d'une trentaine d'années aux cheveux ondulés, portant habituellement un cardigan vert tricoté. Gentille et perspicace, elle remarquait toujours le moindre changement chez ses élèves. Le silence inhabituel et la distraction d'Alex n'avaient pas échappé à son attention. Après le cours, Teresa appela doucement Alex et demanda « Tout va bien ? Tu sembles un peu absent aujourd'hui. » Alex leva les yeux vers elle, les yeux papillotant d'hésitation mais secoua la tête. « Ça va, je suis juste fatigué. » Teresa hocha la tête, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Alex. « S'il y a quelque chose dont tu veux parler, je suis toujours là. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Alex hocha la tête mais son cœur battait la chamade. Il ne savait pas pourquoi, mais il faisait confiance à Teresa. Une petite partie de lui voulait désespérément en parler à quelqu'un pour être aidé. Cette nuit-là, Martin partit pour un autre service de nuit. Il souhaita bonne nuit à Alex comme d'habitude. Mais ses yeux s'attardèrent. Plein de doutes non dits, il pouvait sentir la distance grandissante entre eux, même si son fils n'avait pas dit un mot. Après le départ de son père, Alex alla dans sa chambre, alluma sa veilleuse et s'assit par terre. Il sortit le dossier qu'il avait caché sous le lit. Ses mains tremblaient en rouvrant le dossier médical. La première page indiquait Isabelle Grant, née le 03-12-20 ville natale, Chicago. En dessous se trouvaient des notes médicales manuscrites en écriture inclinée. Maladie pulmonaire chronique, stade avancé. Signe d'insuffisance respiratoire. Sous surveillance continue en soins intensifs. Hôpital Mercy. Alex fronça les sourcils, lisant jusqu'à la fin. Une note griffonnée en encre rouge le fit frissonner. Pas de contact extérieur. Cas hautement sensible. Alex ne comprenait pas du tout, mais ses instincts hurlaient. Quelque chose de terrible était arrivé à Isabelle. Il ouvrit le sac à dos. À l'intérieur se trouvaient quelques vieux cahiers, un étui à crayon cassé et un simple bracelet de ficelle rouge. Alex le prit. Le bracelet était petit et simple, mais le tenir lui serra le cœur. Il ne savait pas qui était Isabelle, ni pourquoi elle était morte, ni pourquoi son père avait gardé ces choses. Mais une chose qu'il savait pour sûr, c'est qu'il devait découvrir la vérité. Cette nuit-là, Alex ne dormit pas. Il s'assit et écrivit le nom d'Isabelle Grant encore et encore sur une feuille de papier. À chaque répétition, il se sentait un peu plus proche de la mystérieuse fille. Et puis le bruit revint. Clic. Il sursauta, les yeux se tournant vers la porte de sa chambre. Ce n'était pas le Van Cleek. Il se leva et ouvrit la porte juste d'une fente. La lumière du couloir était encore allumée. Mais cette fois, le bruit venant de la chambre de son père provenait de la même armoire qu'il avait ouverte la nuit précédente. « Non, impossible !» murmura-t-il. La respiration douce revint, plus claire cette fois. Une respiration faible et prolongée, comme celle de quelqu'un en sommeil profond ou attendant d'être trouvé. Alex n'osa pas s'approcher plus. Il recula dans sa chambre, claqua la porte, serrant le dossier fort, se recroquevillant sous la couverture, mais sa curiosité refusait de le laisser se reposer. Le lendemain matin, après le départ de Martin pour le travail, Alex prit le dossier médical, le fourra dans son sac à dos et alla à l'école plus tôt. Après la récréation, il alla au bureau des enseignants pour trouver Teresa. « Mademoiselle T, j'ai quelque chose à vous dire. » Teresa parut surprise. « Qu'est-ce que c'est, mon grand ?» Alex regarda autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait, puis tira son enseignante dans un coin de la pièce. « Je l'ai trouvé dans l'armoire de mon papa. » Il sortit le dossier médical, la voix tremblante. Teresa l'ouvrit et parcourut quelques pages. Quand elle arriva au nom d'Isabelle, son expression s'assombrit. Elle leva les yeux vers Alex. « Sérieux, peux-tu m'en dire un peu plus sur ça ?»
Alex expliqua pas tout, mais assez pour que Teresa réalise que ce n'était pas normal. Elle ne pressa pas l'enfant ni ne le gronda. Elle hocha simplement la tête doucement. « Merci de m'avoir fait confiance. Tu as bien fait de m'apporter ça. Laisse les adultes s'occuper du reste maintenant. N'en parle à personne d'autre. D'accord ?» Alex hocha la tête, le cœur battant. « Vous pensez que quelque chose ne va pas avec mon papa ?» Teresa serra doucement la main d'Alex mais ne répondit pas directement. Pourtant, l'inquiétude dans ses yeux en disait long. Cet après-midi-là, après l'école, Teresa ne rentra pas chez elle comme d'habitude. Elle appela un ami de l'université, Ryan Mitchell, maintenant lieutenant au département de police de Chicago, et lui expliqua brièvement la situation, lui demandant de rechercher des dossiers liés à une patiente nommée Isabelle Grant. 1 heure plus tard, Ryan rappela « Teresa. Ce nom apparaît dans un rapport de disparition d'enfants de 20XX. L'affaire a été classée sans suite. Aucun suspect n'a été identifié et elle a été close il y a 4 ans. Mais pourquoi demandes-tu ça ?» Teresa jeta un coup d'œil à la salle de classe, où Alex dessinait tristement à son bureau. Elle répondit à voix basse parce qu'un enfant vient de mettre tout son monde entre mes mains. Je ne peux pas l'ignorer. Cette nuit-là, quand Martin rentra à la maison était calme. Alex fit semblant de dormir, bien que son cœur ne soit pas au repos. Le lendemain matin, une voiture de police se gara devant la maison. Les voisins murmurèrent. Un homme en veste marquée division des mineurs frappa à la porte. Martin répondit. Quand il vit Teresa debout derrière l'officier Ryan tenant le dossier médical d'Isabelle à la main, il se figea. « Monsieur Martin Hughes. » Ryan dit calmement. « Nous vous demandons de nous accompagner au poste pour répondre à quelques questions relatives à une affaire de disparition d'enfants. » Alex se tenait dans l'encadrement de la porte, les larmes lui montant aux yeux. La salle d'interrogatoire était d'un blanc stark et froid, avec seulement une table en métal et 2 chaises face à face. Martin s'assit immobile, les mains jointes étroitement, fixant l'espace. Le lieutenant Ryan Mitchell le regarda par-dessus le dossier. Il n'avait pas l'air d'un flic endurci. Son visage portait une tristesse calme, comme quelqu'un qui avait vu trop de choses horribles dans sa vie. « Monsieur Hughes, dit-il doucement, vous savez pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas ?» Martin ne répondit pas. Il hocha simplement la tête. « Nous avons recoupé le nom d'Isabelle Grant avec les dossiers de l'hôpital Mercy à Chicago. La fille a disparu il y a 4 ans. Et hier, chez vous, nous avons trouvé ses effets personnels avec son dossier médical dans l'armoire de votre chambre. » Martin resta silencieux. « Nous ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais votre silence ne fera qu'empirer les choses. » Il détourna le visage comme pour éviter la vérité. « Je n'ai tué personne. Alors pourquoi gardiez-vous les effets d'un enfant disparu dans votre armoire ?»« Parce que je ne pouvais pas l'oublier. » Sa voix se brisa comme du verre qui se casse en deux. « Parce que j'ai promis un jour de la protéger. » Ryan fronça légèrement les sourcils. « Alors, racontez-moi tout depuis le début. » Martin le regarda, les yeux rouges et vitreux, mais ses lèvres restèrent scellées. Il n'était pas prêt. Pendant ce temps, au refuge temporaire pour enfants, Alex s'assit dans une petite pièce peinte en bleu clair, serrant un oreiller, le dos contre le mur. Il ne pleura pas. Il ne parla pas. Il fixait simplement le mur devant lui. Teresa vint lui rendre visite l'après-midi. Elle apporta un panier de pâtisseries et un livre de contes de fées. « Ah, salut Alex », dit-elle doucement. « Je suis désolée que tout soit arrivé si vite. » Alex resta silencieux. Ses yeux étaient enfoncés comme s'il n'avait pas dormi toute la nuit. Teresa s'assit à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Ton papa n'a pas été arrêté. La police lui pose juste des questions. Tu comprends ?» Alex pressa ses lèvres l'une contre l'autre. « Ils pensent que mon papa a tué quelqu'un. Personne n'a dit ça. » Teresa secoua la tête, bien qu'elle sente même que les mots sonnaient creux. Alex se tourna vers elle et murmura « Mademoiselle Teresa, si une bonne personne cache quelque chose de mauvais, est-elle toujours une bonne personne ?» Teresa fut silencieuse un moment, puis répondit « Parfois, les gens sentent qu'ils doivent faire quelque chose de mal pour protéger ce qui est juste, mais ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont mauvais. » Alex baissa les yeux. Je ne sais plus en qui croire. Cette nuit-là, dans la chambre froide, Alex rêva de l'armoire. La porte grinça, révélant une obscurité dense. De l'intérieur, une fille aux cheveux bouclés en pull rouge sortit lentement. « Je suis Isabelle », murmura la fille, sa voix fine comme un fil. Alex recula, tremblant. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je ne veux rien, » dit Isabelle. « C'est juste que tu m'as vu, n'est-ce pas ?» Alex hocha la tête. « Il m'a sauvé. Mais maintenant, il est en danger. »« Tu parles de mon papa ?» Isabelle ne répondit pas. Elle esquissa juste un sourire triste et se dissipa en une brume grise. Alex se réveilla en sursaut, la sueur froide trempant son col.
Le lendemain matin, les nouvelles explosèrent. Infirmier soupçonné dans une mystérieuse disparition d'enfants à Chicago, preuve choquante trouvée dans la maison d'un père célibataire. La photo de Martin fut étalée en première page. Springfield, autrefois une ville tranquille, bruissait de ragots. Les gens prenaient des photos devant la maison d'Alex. Quelqu'un avait même tagué « meurtrier » sur la porte d'entrée. Alex vit tout ça à la télé dans la salle commune du refuge. Il jeta la télécommande par terre et éclata en sanglots. Teresa arriva peu après. Furieuse, elle exigea que le personnel éteigne les nouvelles. Puis elle serra Alex dans ses bras. « Tu n'as pas besoin d'écouter tout ça, ils ne savent rien, mais je ne sais rien de mon papa non plus. » Alex sanglota. « Il m'a tout caché. Il m'a dit de ne pas ouvrir l'armoire. Il m'a dit de ne pas poser de questions. Alors, est-il toujours une bonne personne, mademoiselle Teresa ?» Teresa ne répondit pas tout de suite. Mais à l'intérieur, une autre question grandissait plus fort. Pourquoi Martin choisissait-il de rester silencieux? De retour dans la salle d'interrogatoire, Ryan posa une vieille photographie. Sur celle-ci, Martin tenait une petite fille, Isabelle, dans la cour de l'hôpital. Toutes deux portaient des blouses de patients. Cette photo a été prise par un autre patient. On dirait que c'était juste avant la disparition. Veuillez confirmer. Martin regarda la photo, ses yeux commençant à se briser. « Oui, c'est moi et Isabelle. Je l'ai sortie de là. Pourquoi ?» murmura Martin. « Parce que si je l'avais laissée là, elle serait morte de ses mains. C'est... » Martin se tut. Ryan inclina la tête. « Qui ?» Martin croisa son regard et dit clairement « Dr. Eric Vaughn ». La pièce tomba dans un silence de tombe. Cette nuit-là, Martin fut placé en garde à vue temporaire pour refus de coopérer davantage. La police n'avait pas encore assez de preuves pour porter des charges, mais les médias s'en moquaient. L'opinion publique explosa. Images de l'homme aux cheveux, bruns aux yeux hantés furent éditées en affiches-le. Marquant comme un père à double face, Alex se vit interdire tout contact avec son père. Quand il entendit les nouvelles, il hurla et supplia pour passer un appel, mais on le refusa. Il se cacha dans un coin de la pièce et dessina un croquis d'Isabelle tenant la main de Martin, tous deux debout sous un ciel noirci. À leurs pieds, une paire de chaussures tachées de sang. Une assistante sociale nommée Laura remarqua le dessin et s'étouffa soudain. « D'où t'est venue l'idée de dessiner ça, mon grand ?» demanda-t-elle. « C'était dans ma tête. »« Je l'ai vu !» répondit Alex. Laura s'assit, stupéfaite. « Es-tu déjà allé à Chicago ?»« Je n'ai jamais quitté Springfield. » Laura regarda à nouveau le dessin. Elle était originaire de Chicago et avait autrefois travaillé pour une association caritative pour enfants. Ces chaussures, ce design, elle les avait vues avant. Elle sortit son téléphone et envoya une photo du dessin à un vieil ami dans l'industrie du journalisme. Une petite piste commença à émerger. Ce jour-là, le ciel au-dessus de Springfield était aussi gris que l'humeur dans la petite maison au bout de la rue Maple. Au poste de police local, Martin resta silencieux. Il ne confessa rien, ni ne fournit d'autres déclarations. Son silence n'ajouta que de l'huile au feu de l'indignation publique. Père cache le corps d'un enfant dans l'armoire. Infirmier froissant qui travaillait à Chicago. Histoire d'horreur dans une ville tranquille. Ces gros titres se répandirent sur les réseaux sociaux et apparurent dans les tabloïds imprimés au supermarché, boulangerie et station-service. Ce soir-là, un véhicule de police s'arrêta lentement devant le refuge pour enfants. Un officier descendit portant un dossier et demanda à voir la directrice, Madame Lucy Gardner. Il y a un nouveau développement. Nous devons transférer Alex à l'installation d'Albany pour éviter les contacts médiatiques et assurer la sécurité psychologique. Lucy fronça les sourcils. Il n'est ici que depuis moins de 3 jours. Il a besoin de stabilité. L'officier baissa la voix. L'enseignante Teresa est maintenant entraînée dans la frénésie médiatique. Nous ne pouvons pas laisser Alex rester près de quelqu'un directement lié à l'affaire. Lucy soupira. Je comprends. Mais ça va blesser Alex encore plus. Et elle avait raison. Quand Alex apprit qu'il allait être déplacé, il paniqua. Il jeta son sac à dos par terre et courut vers la salle de rangement derrière le refuge, où étaient stockés les meubles cassés et les vieux fournitures. Il se cacha derrière une pile de chaises, serrant un ours en peluche que Teresa lui avait un jour offert, sanglotant de manière incontrôlable. Il fallut plus d'1 heure à Lucy et à une autre employée, Carla Jenkins, pour le trouver, mais Alex refusa de sortir. « Je ne vais nulle part !» hurla le garçon, les yeux rouges et gonflés. « Mon papa n'a tué personne. Mademoiselle Teresa n'est pas une mauvaise personne. » Lucy s'assit à côté de lui et écarta doucement les cheveux d'Alex derrière son oreille. « Personne ne dit qu'ils sont mauvais.
Mais parfois, les adultes doivent faire des choix vraiment difficiles pour te protéger. Alex secoua la tête, serrant ses bras étroitement. Ils ne me protègent pas. Ils tuent mon papa avec leurs mots. Carla jeta un coup d'œil à Lucie et murmura « Il craque ». Lucie hocha la tête. « Laissez-moi appeler Teresa ». Quand Teresa arriva, Alex courut dans ses bras et pleura plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. « Mademoiselle Teresa, j'ai si peur. »« Je sais. » Teresa le serra contre elle, le berçant doucement. « Tu as été si fort, Alex. » Après un moment, Alex leva les yeux et murmura « Je vous ai donné le dossier. Mais j'ai caché autre chose. Je pense que ça pourrait aider mon papa. » Teresa sursauta. « Qu'est-ce que c'est, mon grand ?» Alex sortit un dessin de la poche de sa veste. C'était de l'armoire avec le sac à dos à l'intérieur, le bracelet de ficelle rouge et la photo d'Isabelle. Mais en haut, Alex avait écrit un message en lettres tremblantes. « Papa n'a tué personne. Il l'a caché parce qu'il avait peur. Je pense que mon papa n'a rien fait de mal. Il avait juste peur de quelqu'un. » Teresa regarda dans les yeux d'Alex et une étrange sensation l'envahit. Une supplication silencieuse que seuls ceux qui écoutent vraiment pouvaient comprendre. Elle prit le dessin et se tourna vers Lucie. « Je dois voir Ryan tout de suite. » Le lendemain matin, au département de police de Springfield, Ryan entra dans le bureau du capitaine Aaron Hughes, un homme chauve et grincheux qui fronçait toujours les sourcils quand des outsiders interféraient dans les enquêtes internes. Encore des gribouillis d'enfants. Mitchell. Aaron ricana en voyant Teresa tenant le dessin d'Alex. « Ce n'est pas juste un gribouillis, c'est une preuve indirecte. Ça décrit exactement ce qu'on a trouvé dans l'armoire. » Avec une précision troublante, Aaron balaya ça d'un geste. « Le gamin vivait dans cette maison. Bien sûr qu'il l'a vu. » Teresa répondit fermement. Personne ne lui a parlé du bracelet rouge. Mais il l'a dessiné en détail. Il se souvient de tout. Ryan ajouta « Monsieur, j'ai confirmé que Martin travaillait à l'hôpital Mercy pendant la même période où Isabelle y était admise. Cette affaire est ancienne, Mitchell. Elle a été close il y a 4 ans faute de preuves. Parce que quelqu'un l'a forcée à être close, dit froidement Teresa. Aaron tourna brusquement la tête. Impliquez-vous quelqu'un de spécifique? Eric Vaughn. Le nom apporta un lourd silence dans la pièce. Une enquête interne urgente fut lancée. Ryan obtint discrètement une copie des dossiers médicaux d'Isabelle de l'hôpital Mercy via une ancienne infirmière, Amanda Rivers, qui avait autrefois travaillé les mêmes shifts que Martin. Amanda se rappelait. Isabelle était une enfant fragile mais douce. Au début, son traitement se passait normalement. Mais après son transfert dans l'unité du docteur Eric, elle a commencé à paniquer. Elle pleurait toute la nuit, suppliait de l'aide, disait « Il me fait mal ». « Qui était-ce » demanda Ryan. « Eric. » Mais personne ne la croyait. Qui oserait accuser le médecin-chef? Il avait des liens avec le directeur de l'hôpital et même des gens de la presse. Martin, il était le seul à croire la fille. Teresa serra les poings et Martin a emmené Isabelle loin de là. Amanda hocha la tête, les yeux bordés de rouge. Je me souviens de cette nuit. Martin n'a pas dit un mot. Il a juste fourré des vêtements et des médicaments dans un sac, puis a disparu. L'enquête prit un tournant brusque. Quand la police récupéra une vieille caméra de sécurité du garage de parking de l'hôpital Mercy, ils trouvèrent des images floues mais regardables. Martin portant Isabelle par la sortie latérale, jetant des regards constants autour de lui. Plus choquant encore, des images d'une caméra de sous-sol montraient Eric étranglant une patiente pendant qu'aucune infirmière n'était présente. La vidéo avait presque été effacée, stockée sur un disque dur endommagé. Mais Ryan l'avait partiellement restaurée par un expert en technologie. Bien qu'incomplète, la preuve était assez forte pour que le conseil interne de l'hôpital suspende Eric Vaughn, en attendant une enquête plus approfondie. Une fois la nouvelle de l'enquête sur Eric révélée, les médias se turent soudainement. Plus de gros titres accusant Martin de meurtre. Certains sites supprimèrent discrètement d'anciens articles ou modifièrent leurs titres. Mais pour Alex, c'était toujours un cauchemar. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Tout ce qu'il se rappelait, c'était le regard de son père quand la police l'emmenait, la façon dont son papa n'avait jamais regardé en arrière. Un après-midi, Teresa visita le refuge avec une feuille de papier pliée. « Alex, ton papa t'a écrit une lettre. » Alex l'ouvrit. L'écriture était celle de Martin, familière et douce. « Mon cher Alex, je sais que tu as eu si peur. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de tout, mais tu as été plus courageux que moi. Tu as osé demander, croire, te battre. Je suis fier de toi. Peu importe ce qui arrive, je suis toujours ton père. Et toi, tu es la seule lumière dans mon obscurité. » Les larmes tombèrent sur chaque mot. Pour la première fois depuis des jours, Alex sourit, un sourire fragile. Mais à l'intérieur,
Il ressentait un regret lancinant d'avoir mis son papa dans cette situation. Après que la vidéo fuitée de l'ancienne caméra ait commencé à circuler en interne, il semblait que l'opinion publique pourrait enfin changer. Mais alors une force intervint et tout s'inversa. Seulement quelques heures après la nouvelle de la suspension d'Eric Vaughan, une vague de nouveaux articles apparut sur les grands sites d'actualité. Médecin en chef sali par un infirmier mentalement instable. Qui est-ce le vrai manipulateur? Martin Hughes, le père instable avec un passé trouble. Martin, autrefois dépeint comme une victime, était maintenant recasté comme une figure ombreuse et suspecte. Ils déterrèrent tout. Son traitement passé pour dépression postpartum après la naissance d'Alex, le fait qu'il ait changé de travail 3 fois en 5 ans, chaque raison officiellement listée comme relocation pour raison familiale. Ils interviewèrent même un ancien collègue anonyme qui dit « Il était toujours calme, fixait les murs. Une fois, je l'ai vu parler tout seul dans la salle des infirmiers. Je ne serais pas surpris si quelque chose de terrible s'est passé. » Teresa était furieuse. Elle frappa du poing sur la table en voyant l'article. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est de l'assassinat de caractère. Ryan soupira et jeta le journal. Quelqu'un pompe un sérieux argent pour contrôler le récit. Et il n'y a qu'une personne avec les ressources pour faire ça. Eric Vaughan. Mais il est sous enquête. Exactement. C'est pourquoi il passe à l'offensive. Si l'image de Martin est détruite avant que la cour n'intervienne, son témoignage n'aura plus d'importance. Teresa se mordit la lèvre, la rage bouillonnant en elle. Et Alex? Cet enfant est piégé dans un refuge entouré de mensonges. S'il commence à y croire, il ne pardonnera peut-être jamais à son père. Pendant ce temps, au refuge, Alex devint de plus en plus renfermé. Il ne voulait plus jouer avec personne, sautait le déjeuner et cessa de parler à Lucie ou Carla. Il passait son temps à écrire page après page les mêmes phrases. « Papa n'a tué personne. Isabelle est réelle. »« Eric, est-ce le diable ?» Un après-midi pendant la récréation, Alex fut emmené dehors pour sa promenade habituelle. Un homme d'âge moyen en manteau beige et casquette de baseball se tenait près de la clôture. Il fit semblant d'être au téléphone, mais ses yeux étaient fixés sur Alex. Comme il passait, il l'appela doucement par son nom, Alex. Il tressaillit et se tourna. « Ne dis pas un mot de plus. Pas si tu veux que ton père vive. » Alex se figea. « Mademoiselle Teresa, ton père et même toi, vous souffrirez tous. Comprends-tu? Ne sois pas stupide. » Puis il se tourna et disparut dans la foule voisine. Alex s'effondra sur l'herbe, la tête bourdonnant de 1000 guêpes. Son cœur battait. La sueur coulait sur son visage. Il n'en parla à personne. Mais cette nuit-là, il rêva à nouveau de l'armoire. Cette fois, à l'intérieur se trouvait un homme en manteau beige, le dos tourné, un sourire tordu aux lèvres. Isabelle gisait à ses pieds, immobile. Alex se réveilla en hurlant. Lucie et Carla se précipitèrent dans la chambre. Mais il secoua seulement la tête sans rien dire. Ses yeux étaient vides. Il comprenait maintenant. Quelqu'un voulait le faire taire. Le lendemain, Ryan appela Teresa. Sa voix était tendue. « Nous avons un problème. Eric vient d'embaucher l'un des plus grands cabinets d'avocats de Chicago pour contre-attaquer Martin pour diffamation. Il exige $1,5 million de dommages. » Teresa était furieuse. C'est comme ça qu'il enterre la vérité, exactement. Et pire, une partie du dossier de l'hôpital a disparu. Quoi? Les dossiers médicaux d'Isabelle avec les notes manuscrites du médecin traitant ont disparu des archives. Teresa serra la mâchoire. Il efface les preuves pièce par pièce. Ouais, nous avons besoin d'un témoin vivant. Et le seul est Martin. S'il est prêt à raconter toute l'histoire, au centre de détention, Martin fut amené pour un second tour d'interrogatoire. Cette fois, Ryan n'était pas seul. À côté de lui s'asseyait Teresa, qui s'était battue pour le droit d'assister. Elle croyait que Martin avait juste besoin de quelqu'un à ses côtés pour trouver le courage. Martin entra dans la pièce, visiblement plus mince, les yeux enfoncés, mais toujours défiant. Teresa le regarda doucement. « Martin, si tu ne parles pas, tout s'effondrera. » Eric plie la vérité à sa volonté. Martin ne dit rien. Ryan glissa une feuille de papier sur la table. Une image d'Eric avec un enregistrement audio restauré. La voix d'Eric sortit dure et clinique lors d'une réunion du personnel. « Je me fiche de ce que la fille ressent. Nous devons libérer cette chambre pour le prochain patient. Si tu ne peux pas faire ton travail, je trouverai quelqu'un qui le peut. » Son ton était glacial, dépourvu d'empathie. Martin trembla. « C'est comme ça qu'il voit les enfants, » murmura Teresa. Martin pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Après une longue pause, il parla enfin. « Je n'ai pas pu sauver Isabelle, mais j'ai essayé.
J'ai tout abandonné, mon nom, ma carrière, pour la sortir de là. Elle n'est pas morte à cause de moi. Elle est morte de sa maladie, et parce que personne ne m'a aidé. Sa voix se brisa. J'ai gardé ses affaires comme une promesse qu'elle ne serait pas oubliée. Ryan hocha la tête en silence. Maintenant, tu peux tenir cette promesse en racontant toute la vérité publiquement. En même temps, Teresa reçut la nouvelle qu'Alex avait été approché par un homme étrange. Elle se précipita vers Lucy. « Je veux Alex sous protection stricte. Personne ne le voit sauf le personnel. » Lucy hocha la tête alarmée. « J'augmenterai la surveillance. Mais s'il est déjà venu si près, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Cette nuit-là, Teresa s'assit dans son bureau fixant une photo d'Isabelle à côté de son dossier. Elle la tourna et trouva un message griffonné au stylo bille. « Ne les laissez pas m'oublier. » Elle regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit. Mais à l'intérieur d'elle brûlait une crainte lente. Juste au cas où le genre de justice qu'elle poursuivait pourrait avoir un coup. Le nom d'Eric Vaughn apparaissait à répétition dans chaque dossier lié au passé de Martin à l'hôpital Mercy. Dr Eric Vaughn, chef de pédiatrie, autrefois honoré comme héros des soins de santé de l'année, et le visage de la campagne Les Enfants, sont l'avenir mené par le gouvernement de Chicago. Son dossier était impeccable. Pas une seule plainte officielle. Pas un rapport interne, seulement des murmures. Tous enterrés avant qu'ils ne grandissent. Eric est le genre d'homme qui façonne son image parfaitement, avait dit Amanda Rivers au téléphone. Il peut faire sentir à un enfant en pleurs reconnaissant d'être menacé. Ryan posa le dossier épais sur la table. Il a du pouvoir. Teresa hocha la tête et il sait quand l'utiliser. Quand Martin a pris Isabelle et s'est enfui, il n'a pas fait d'esclandre. N'a pas signalé parce qu'il savait que si ça allait au tribunal, la vérité pourrait s'échapper. Ryan but son café froid, fronçant les sourcils. Il a laissé Isabelle mourir en silence, puis a tendu un piège à la seule personne qui l'a défié. Une semaine plus tard, Eric tint une conférence de presse devant l'hôpital Mercy. Les reporters affluaient. Il apparut en costume noir, visage sérieux, yeux légèrement rouges comme un homme blessé par des accusations infondées. « J'ai dédié toute ma carrière aux soins des enfants. J'ai été calomnié par un homme avec un historique connu d'anxiété et de comportement erratique, » dit-il aux caméras. Martin Hughes a été suspendu en interne pour avoir outrepassé son autorité et il a retiré un patient de cet hôpital sans permission. Il fixa droit la caméra. « Je crois en la justice et je ne permettrai pas que moi ou cet hôpital soyons victimes de déclarations infondées. » Certains reporters applaudirent, d'autres prirent des notes. La diffusion nationale fut en direct. Ailleurs, Alex s'assit dans la salle commune, les yeux rivés sur l'écran. Carla tenta d'éteindre la télé, mais il était trop tard. « C'est lui !» murmura Alex. « C'est lui qui a tué Isabelle. » Carla s'agenouilla à côté de lui. « Non, Alex, il n'a pas été condamné. » Alex la regarda, les yeux sombres et certains. Mais il sait comment tuer sans laisser de traces. Au centre de détention, Martin reçut une copie du transcript de la conférence de presse via un avocat bénévole nommé Stephen Moore, un homme calme, qui accepta de le représenter après avoir appris que Teresa cherchait de l'aide légale. Stephen était un vieil ami du père de Teresa, un homme qui détestait les médias, évitait les réseaux sociaux et portait toujours un vieux magnétophone dans la poche de sa veste. « Vas-tu vraiment le laisser continuer à mentir ?» demanda-t-il. Martin regarda le sol, les yeux fatigués. « Je n'ai pas de preuves. Mais tu as la vérité. La vérité ne vaut rien si personne ne la croit. » Stephen hocha la tête lentement. « Alors laisse-moi les faire croire. Mais j'ai besoin de tout depuis le début. Pas de secret. » Martin fut silencieux longtemps. Puis il dit « Je te le dirai, mais promets-moi ça. Si je disparais, tu protégeras mon fils. » Stephen s'arrêta surpris. « Qu'est-ce que tu dis ?» Martin ne répondit pas. Il tira un collier de sous son col, ouvrit le médaillon à l'intérieur. Il contenait une photo d'Alex et un petit bout de papier qui disait « Sauve-le. Si je meurs, crois ce qu'il dit. » À cet instant précis, Teresa rentra chez elle tard dans la nuit. Sur son pas de porte se trouvait une enveloppe silencieuse. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une note manuscrite. « Vous en savez trop, mademoiselle Teresa. Si vous continuez, vous suivrez le chemin de Martin. » En bas, une photo de Teresa et Alex marchant ensemble dans la cour du refuge, les deux visages clairement visibles. Teresa se figea, ses mains tremblèrent. Elle n'appela pas la police, elle n'appela pas Ryan. Elle verrouilla discrètement la photo dans son tiroir. Maintenant, elle comprenait la peur de Martin. Le lendemain, Stephen arriva au poste de police pour rencontrer Ryan. Il apporta avec lui le transcript officiel du témoignage complet de Martin. Dans celui-ci, il décrivait en détail. Il avait autrefois vu Eric administrer une surdose de morphine à une jeune fille, atteinte de maladie cardiaque,
sous prétexte d'apaiser la douleur plus vite. Isabelle était l'une des rares patientes qui réagissait sévèrement à ce médicament. Elle avait eu des convulsions après une seule injection. Martin avait essayé de déposer un rapport interne, mais on lui avait dit de se taire. Quand il avait découvert qu'Éric prévoyait de transférer Isabelle dans un autre département, sans suivre les procédures appropriées, Martin l'avait secrètement aidée à s'échapper. Isabelle était morte 3 mois plus tard d'une insuffisance respiratoire aiguë, mais avant de partir, elle avait dit à Martin « J'ai si peur de lui. Il souriait quand j'avais mal. » Ryan lut la déclaration, ses mains serrant le papier. « Nous avons besoin d'un autre témoin pour confirmer le comportement d'Éric. » Steven hocha la tête. « J'en ai un ancien médecin nommé Adam Whittaker. Il travaillait sous Éric et il est en train de mourir d'un cancer. Pourquoi parlerait-il maintenant? Parce qu'il n'a plus rien à perdre. » Le lendemain, Adam apparut en fauteuil roulant, pour un sac pendant à son bras dans une interview vidéo, enregistrée par le groupe de journalisme indépendant que Teresa avait contacté plus tôt. « J'ai une fois vu Éric frapper un enfant avec une règle dans la clinique. Personne n'osait parler. Il menaçait d'annuler des contrats, d'effacer des dossiers. Martin était le seul à avoir résisté et il en a payé le prix. Il l'a fait suivre, fouiller ses affaires, menacer puis tout fait passer pour de l'instabilité mentale. Je parle aujourd'hui parce que je ne veux pas mourir lâche. » Le clip durait seulement 3 minutes, mais quand il fut posté sur la chaîne indépendante Vérité Médicale, il reçut près d'1 million de vues en seulement 24 heures. Cette nuit-là, Éric tint une conférence de presse d'urgence, niant toutes les accusations et menaçant de poursuivre Adam et le média pour fabrication, diffamation et diffusion d'informations fausses. Mais la marée avait tourné. Sous la vidéo, des milliers de commentaires affluèrent en soutien à Martin. Si une seule personne l'accuse, j'en doute. Mais 3, ce n'est pas une coïncidence. Il ment sans cligner des yeux. Comportement classique d'un homme puissant dans sa bulle. Au refuge, Alex sourit pour la première fois depuis l'arrestation de son père. Teresa entra tenant un nouveau cahier. « Alex, ton papa a dit toute la vérité, et les gens commencent à écouter. »« Vraiment ?» demanda Alex, « Vraiment. Et je n'abandonne pas non plus. » Alex hocha la tête, murmurant. « Isabelle n'est pas seule. Papa l'a protégée, et je protégerai papa. » Tribunal de district de Springfield lundi matin, derrière une épaisse vitre séparant la salle d'audience de la galerie publique. La lumière filtrait faiblement. Martin entra portant un uniforme de prison gris clair, ses mains menottées. Il marcha lentement, les yeux calmes, mais fatigués. Toute la ville semblait suspendue, attendant cette audience. De l'autre côté de l'allée, Éric Vaughn s'assit entouré d'avocats et de conseillers. Son costume noir sur mesure et son léger sourire le peignaient comme un homme prétendument lésé, pas un homme sous suspicion. Devant le tribunal, une foule s'était rassemblée. Locaux de Springfield et membres du groupe Voix pour les victimes tenaient des pancartes. Elle n'a pas tué, elle a protégé des enfants. Éric Vaughn, médecin froissant du système. Les équipes médias se bousculaient à l'entrée. Un reporter grimpa même à un poteau lumineux pour un plan aérien. Pendant ce temps, dans un petit bureau au 2e étage du refuge d'Albany, Alex fut appelé pour parler avec un enquêteur spécial, Monsieur Greg Foster, récemment nommé pour assister dans l'affaire en raison des préoccupations sur l'influence mentale sur un mineur dans une affaire criminelle. Greg n'était pas imposant, mais ses yeux perçants et sa voix calme et douce coupaient comme une lame. Il sourit à Alex quand il entra. « Bonjour Alex, je veux juste discuter un peu. Ça va ?» Alex hésita puis hocha la tête. « Aimes-tu ton papa ?»« Bien sûr, évidemment. Et si ton papa avait fait quelque chose de mal, le croirais-tu » Alex se figea. « Non, mon papa n'est pas mauvais. » Greg s'adossa, sa voix plus douce. « Mais tu sais, parfois les adultes cachent la vérité pour protéger leurs enfants de la douleur. Mon papa n'est pas comme ça, » répondit rapidement Alex. « Mademoiselle Teresa vous a demandé d'apporter le dossier médical, n'est-ce pas? Où était-ce ton idée ?» Alex le regarda et commença à trembler. « Je l'ai donné parce que ça semblait étrange. » Greg ouvrit un dossier et sortit des photos. Le sac à dos taché de sang, les vieux vêtements, la photo d'Isabelle. « Quand as-tu vu ces choses pour la première fois ?»« Je les ai vues dans l'armoire de papa, une nuit. »« Et es-tu sûr que ton papa t'a dit de ne pas ouvrir cette armoire ?»« Il l'a dit. Il m'a dit de ne pas le faire. Alors pourquoi l'as-tu ouverte ?» Sa voix se refroidit soudain. Alex le fixa, respirant plus vite. « Écoute, mon grand. Si tu dis la mauvaise chose, les gens penseront que tu as été forcé. Et si ça arrive, tout devient inutile. Ta mère sera condamnée. Compris ?
Alex serra les poings. Il ne saisissait pas pleinement ses mots, mais il savait une chose pour sûr. Il poussait son père vers le bord. Je n'ai pas été forcé, murmura-t-il. Greg sourit. Bien. Alors peux-tu réécrire ta déclaration ici, confirmant que tout ce que tu as dit avant était entièrement volontaire? Alex prit le stylo. Sa main tremblait. Il écrivit, chaque mot tremblant et mal orthographié, les yeux humides de larmes. De retour au tribunal, le procureur présenta son argument, le construisant sur des preuves physiques. Votre honneur, Monsieur Martin Hughes, gardait les effets d'un enfant disparu dans son armoire privée. Il ne l'a pas signalé, n'a prévenu personne. Il a un historique documenté de dépression et de comportement erratique dans son ancien lieu de travail, et il a refusé de coopérer pendant plus d'1 mois en garde à vue, choisissant de parler seulement après la réaction médiatique. Stephen Moore se leva. Votre honneur, mon client n'a pas commis de meurtre. Au contraire, il a essayé de sauver un enfant abandonné et possiblement abusé par le système de santé, spécifiquement par le docteur Eric Vaughn. Nous avons des témoignages du docteur Adam Whittaker et de l'infirmière Amanda Rivers, ainsi que des preuves vidéo montrant le comportement abusif du docteur Vaughn. Le procureur objecta. Le témoin Whittaker est un patient en phase terminale avec une santé mentale instable. Son témoignage n'est pas vérifié indépendamment. De l'autre côté de la salle, Eric ricana et s'adossa, visiblement détendu. Puis, juste au pic de tension, Teresa entra dans la salle d'audience, tenant une clé USB. « Votre honneur », appela-t-elle. « J'ai de nouvelles preuves. » La salle d'audience éclata en murmures. Le juge fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » ? « Je suis la professeure principale d'Alex, l'un des témoins centraux. En prenant soin de lui, j'ai découvert un vieil appareil électronique dans le sac à dos d'Isabelle, gardé par Martin. C'est un mini-enregistreur vocal. Nous venons de récupérer l'audio. » La clé USB fut branchée sur un ordinateur portable. L'écran resta noir, mais l'audio joua. Voix de jeune fille. « S'il vous plaît, ne me faites pas une autre piqûre. Ça fait vraiment mal. » Voix masculine basse et froide. « Tais-toi. Tu dois rester silencieux si tu veux survivre. Encore 1 heure. » Fille pleurant. « Je veux voir ma maman. » Tu rends la respiration difficile. Voix masculine en colère. « Tais-toi, Isabelle. » Je t'avais prévenu. L'audio s'arrêta. La salle d'audience tomba dans un silence mort. Stephen se leva de son siège. C'est la voix d'Eric Vaughn. La question n'est plus qui l'a fait, mais pourquoi n'est-il pas encore derrière les barreaux? Martin s'assit immobile, les yeux emplis de larmes. Le lendemain, Eric fut arrêté chez lui. Les médias explosèrent. Dr Eric Vaughn, chef de pédiatrie, arrêté dans une enquête pour abus sur enfants. Cette nuit-là, Martin fut libéré. Quand il sortit du centre de détention, il était tard. Sur le trottoir devant la grille, un petit garçon courut vers lui et l'enlaça étroitement. « Papa », Martin tomba à genoux et serra son fils contre lui. « Alex, je suis tellement désolé, je t'ai fait subir tant de choses. » Alex murmura à travers les larmes. « Je n'ai jamais cessé de te croire. » Teresa se tenait à proximité, les yeux rouges et gonflés. Stephen alluma une cigarette, un léger sourire aux lèvres. La justice n'est pas aveugle, elle était juste temporairement aveuglée. Jour après l'arrestation d'Eric Vaughn, le soleil revint à Springfield. Plus caché derrière les lourds nuages gris des semaines précédentes, sa chaleur douce marqua un souffle de soulagement tranquille pour quelqu'un dans un coin de la ville. Martin s'assit près de la fenêtre de l'installation temporaire de protection des témoins, tenant une tasse fumante de thé au gingembre. La lumière du soleil filtrait à travers les barreaux, projetant une lueur douce sur son visage, encore usé et fatigué, mais plus assombri par le désespoir. Il y eut un coup à la porte. « Entrez », dit doucement Martin. La porte s'ouvrit et pendant un moment, il ne put respirer. « Salut, papa !» Cette voix, la voix douce d'Alex, retentit comme un salut. Il se tenait là, enveloppé dans son vieux manteau et l'écharpe rouge que Martin avait achetée autrefois à la foire d'hiver. Ses yeux brillaient de désir, les larmes au bord des cils. Martin bondit sur ses pieds. Ses mains tremblèrent, les lèvres frémissantes. « Alex, c'est moi, papa. » Alex courut dans ses bras comme un navire trouvant le port, comme un oisillon revenant à son nid après une tempête. Martin le serra fort, si fort qu'Alex grimaça légèrement, mais il ne dit pas un mot. Il enfouit son visage dans l'épaule de son père, laissant l'odeur familière effacer tous les jours fracturés derrière eux. Teresa se tenait discrètement derrière eux, une main encore sur la poignée de porte, les yeux rougis d'émotion. « Tous les papiers sont faits », dit-elle doucement. « Le tribunal de Springfield vous a officiellement déclaré innocent. Eric sera transféré à Chicago pour un procès séparé.
Martin leva les yeux vers elle. « Merci pour tout. »« Ne me remercie pas, » répondit Teresa. « Remercie ton fils. » Alex leva les yeux. « Je t'ai cru, papa. Peu importe ce que disèrent les autres. Je n'ai jamais cessé de croire que tu étais bon. » Martin embrassa son front. « Je suis si fier de toi, Alex. Tu es la seule lumière dans mon obscurité. » Au département de police, Ryan Mitchell feuilletait d'épais dossiers d'affaires. Lui et l'avocat Stephen Moore travaillaient ensemble pour finaliser les preuves pour le transfert au tribunal de Chicago. Eric Vaughn serait poursuivi pour plusieurs chefs d'accusations pour abus de pouvoir, dans un cadre médical causant des dommages graves menant à la mort, obstruction d'enquête par falsification de preuves et intimidation de témoins, violation des droits d'un mineur. Ryan s'assit pensif. Le seul regret est qu'Isabelle ne soit pas vivante pour témoigner. Stephen posa une main sur son épaule, mais sa voix résonne encore dans tout ce que Martin et Alex ont dit. La justice n'exige pas les vivants. Elle a seulement besoin que la vérité soit éclairée. 2 semaines plus tard, Martin et Alex quittèrent officiellement Springfield. Un après-midi chaud, ils montèrent dans un bus pour Savannah, un endroit dont Martin avait autrefois rêvé pour recommencer. « As-tu peur ?» demanda Martin alors que le bus s'éloignait, les rues familières s'estompant derrière la fenêtre. Alex secoua la tête. « Tant que je t'ai, je n'ai pas peur. » Sur ses genoux se trouvait une petite photo encadrée d'Isabelle. Il ne la cacha pas. Il la garda sur ses genoux, essuyant doucement la poussière. « Elle est partie, » dit Alex. « Mais elle n'est plus seule. Maintenant, toi et moi vivrons pour elle. » Martin ne dit rien. Il prit juste la main d'Alex, la serrant fort comme si le monde pouvait disparaître à tout moment. Savannah les accueillit avec une lumière douce et le rythme calme d'une ville plus lente. Martin trouva du travail dans une petite clinique de santé dans un quartier suburbain. Pas de regard suspect, pas de médias rôdants. Teresa y avait déménagé aussi. Maintenant, enseignant dans une école primaire locale. « Je suis venu pour une raison », dit-elle un après-midi, rencontrant Martin dans un petit café près de l'arrêt de bus. « Pourquoi ?» demanda Martin. Teresa sourit doucement. « Pour m'assurer que des enfants comme Alex n'aient plus jamais à affronter ça seule. » Les 2 femmes s'assirent en silence, liées par des pertes trop profondes pour être nommées. Un samedi matin, Alex se réveilla tôt et plaça soigneusement la photo d'Isabelle sur son bureau. Il s'assit face à elle, les bras croisés. « M'entends-tu » murmura-t-il. « Papa t'a protégé, et il m'a protégé aussi. Maintenant, tout le monde connaît la vérité. Plus personne ne l'appelle meurtrier. » Il porte à nouveau une blouse blanche et aide les gens. Il sourit plus maintenant, même si je vois qu'il est encore triste parfois quand il me regarde. Mais il est fort. Au centre de détention spécial de Chicago, Eric Vaughn s'assit seul en isolement. Son costume autrefois cher avait été remplacé par un uniforme de prison gris. Ses cheveux argentés autrefois lisses étaient maintenant ébouriffés, mais ses yeux étaient encore froids. Un jeune avocat entra, lui tendant un dossier. « Vous devriez envisager de plaider coupable. Avec les preuves que nous avons, il n'y a pas d'échappatoire. » Eric fixa à travers les barreaux. « Je n'ai pas peur de la prison. » « Peut-être pas, mais vous devriez avoir peur d'être oublié. Vous étiez autrefois un nom célèbre. Maintenant, personne ne se souvient de vous sauf comme un brute. » Eric rit sèchement. « Ils oublieront. » L'avocat ferma son dossier. « Non. Les gens peuvent pardonner aux faibles. Mais ils n'oublient jamais quelqu'un qui sourit en blessant un enfant. » Il partit, laissant Eric derrière, piégé dans l'obscurité qu'il avait tissée. 1 semaine plus tard, Martin se tint à la barre des témoins dans le tribunal de la ville de Chicago. Eric Vaughn fut amené, les mains menottées. Il le vit mais ne dit rien. Ses yeux ne tenaient plus la confiance du pouvoir, seulement le détachement froid d'un homme incapable de supporter le confinement. Le procureur commença l'interrogatoire. « M. Martin Hughes, confirmez-vous avoir autrefois travaillé sous l'accusé Vaughn à l'hôpital Mercy ?»« Oui. »« Avez-vous jamais vu l'accusé abuser d'enfants, spécifiquement la patiente Isabelle Grant ?»« Oui. »« Quelles preuves avez-vous ?» ?»« J'étais celui qui a sorti Isabelle de l'hôpital. J'ai gardé son bracelet, ses dossiers médicaux et ses affaires pour que, si on m'en donnait l'occasion, je puisse raconter l'histoire. » Eric éclata d'un rire sec. « Mensonge. » Le juge frappa du marteau en avertissement. Martin continua, sans jamais le regarder. « Isabelle est morte 3 mois plus tard de sa maladie. Mais pas à cause de moi. Sa mort était le résultat d'une chaîne d'échecs qu'il a causée, puis jetée. Il a fait croire à un enfant que sa douleur était sa faute. C'est la partie qu'on ne pardonnera jamais. Personne dans la salle d'audience ne parla. Le procès d'Eric Vaughn se conclut. Il fut condamné à 20 ans de prison avec une peine aggravée en raison d'abus de pouvoir.
dommages extrêmes causés et intimidation de témoins. Plus d'anciens patients commencèrent à se manifester. Élargissant l'enquête, le verdict fit les gros titres de première page. Eric Vaughan, la chute d'un faux héros de la médecine américaine. Martin rentra chez lui et serra Alex dans ses bras. « Je suis fier de toi, Alex. Tu es la raison pour laquelle je n'ai pas craqué. » Dehors, par la fenêtre, l'hiver approchait. Mais la lumière dans leur maison ne s'éteignit jamais, et dans leur cœur, le passé était enfin en paix. Cette histoire est un puissant rappel que la vérité peut être enterrée, mais elle ne peut pas être effacée. Bien que la justice puisse être aveugle et que des forces maléfiques essaient de tout contrôler, le courage, l'amour et la croyance en la vérité seront toujours la lumière qui guide le chemin. Martin n'était pas un héros parfait, mais il a choisi de protéger la vie plutôt que de rester silencieux. Et Alex, tel qu'il était devenu, est devenu la voix de ce qui est juste. Parfois, il ne faut qu'une personne qui croit en ce qui est juste pour donner au monde une chance de changer. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à apporter des histoires touchantes, presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt.